À présent, nous accueillons Koen Dillen, un ancien député européen flamand, auteur de nombreux ouvrages politiques, qui écrit fréquemment pour la presse flamande et qui vient nous parler du récent pacte de Marrakech pour nous montrer toutes les conséquences que cela représente pour notre Europe. Mesdames et Messieurs, le pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, ou pacte de Marrakech, visant à couvrir toutes les dimensions de l'immigration dans le monde, a été formellement adopté le 19 décembre dernier par l'Assemblée générale des Nations unies. Ce pacte se présente comme une déclaration d'intention, disons, sur la façon dont les États doivent traiter l'immigration, qui serait, selon l'axiome droit de l'hommiste des Nations unies, inévitable, nécessaire et enrichissante pour les pays d'accueil. Et je résumerai cette déclaration d'intention en formulant d'emblée 6 objections qu'on peut soulever à son encontre. Primo, le pacte des Nations unies pour les migrations promeut la culture des migrants et considère l'immigration comme un phénomène exclusivement positif. À l'heure de la mondialisation, les migrations sont facteurs de prospérité, d'innovation et de développement durable, nous dit le texte. Nulle part, il n'est question des dangers de l'immigration légale ou illégale, ni de leur impact négatif sur le tissu social, économique et culturel des pays d'accueil. Disons en une phrase que ce pacte a comme fil conducteur qu'il faut promouvoir l'immigration légale et tolérer l'immigration illégale. Secundo, le pacte souhaite la mise en place de soi-disant services sociaux de base, y compris pour les immigrés clandestins. L'objectif 15 du pacte explique que tous les migrants doivent pouvoir y prétendre. Le pacte ne définit pas ces services de base. Il contient en revanche des engagements concrets comme la mise en place de soi-disant espaces de services. Il demande également de laisser les institutions de défense des droits de l'homme examiner les plaintes des migrants et de leur garantir l'accès à la justice pour imposer ces services de base. Tertio, le pacte préconise l'assouplissement des procédures de regroupement familial. Le point 21 du pacte demande des États un engagement à rendre plus souple l'accès au regroupement familial. Et il donne les bons conseils. Réviser à la baisse les critères de revenus, de langue et de séjour. L'accès aux services sociaux de base et à la sécurité sociale doit d'ailleurs également être garanti pour les personnes ayant bénéficié du regroupement familial. Quarto, le pacte plaide pour la régularisation des immigrés clandestins. Le point 23 comprend un engagement clair qui doit leur permettre d'accéder à une régularisation individuelle sur des critères clair et transparent. Il s'agit là d'un rêve du lobby d'ouverture des frontières, car des critères de régularisation objectifs inscrits dans la loi impliquent par définition un droit subjectif à la régularisation. Quinto, le pacte rend plus compliqué la détention et le retour des immigrés clandestins. L'objectif 13 demande de ne recourir au placement en détention administrative des immigrés clandestins que pour la période la plus courte possible et en dernier ressort. Comme pour le regroupement familial, le pacte demande aux pays de réviser leur législation relative à la détention des immigrés clandestins. Or, sans détention administrative, une politique de retour et un contrôle des frontières dignes de ce nom sont impossibles. La 6e objection
est peut-être la plus grave. Le pacte de Marrakech demande aux médias de censurer tout discours hostile à la doxa immigrationniste. L'objectif 17 du texte appelle ainsi à, et j'ouvre les guillemets, encourager un débat public fondé sur l'analyse des faits afin de faire évoluer la manière dont les migrations sont perçues. Les rédacteurs veulent donc obliger les médias à participer à un grand lavage de cerveau en devenant eux-mêmes les promotions d'une immigration, et je reprends les 3 poncifs de la doctrine onusienne, inévitable, nécessaire et enrichissante. Et comme l'a bien vu Alexandre Delval dans une tribune pour Le Figaro, les milieux universitaires, le secteur privé ou encore les institutions nationales de défense des droits de l'homme sont tous appelés à combattre les idées qui ne vont pas dans le sens de l'immigrationnisme béat. Un mot aussi, et Thibault Mercier en a déjà parlé, sur le caractère prétendument non contraignant du texte. Les partisans du pacte avancent que les pays signataires ne seront pas obligés d'appliquer les recommandations qu'il contient, mais cet argument relève soit une méconnaissance de la logique de jurisprudence, soit une mauvaise foi politique. Car un texte non contraignant aussi a des conséquences juridiques, a fait valoir le professeur de droit constitutionnel flamand Hendrik Veuille. Comment sont interprétés les traités internationaux tels que la Convention européenne des droits de l'homme et la Convention des Nations unies pour les droits civils et politiques? La Cour des droits de l'homme applique déjà pour ces conventions-là une interprétation large de la notion qui revient dans le pacte de Marrakech de la soi-disant interdiction des traitements inhumains ou dégradants. Si la Cour des droits de l'homme devra juger d'éventuels traitements dégradants en matière d'immigration, elle se laissera guider par ce que les États eux-mêmes ont accepté. Par exemple, dans le cadre d'un pacte mondial pour la migration. Le caractère non contraignant de Marrakech est donc un leurre. Et tout cela a été négocié à l'abri de nos regards. La France, à partir d'octobre 2018, novembre 2018, était secouée par la révolte des Gilets jaunes, et rares étaient les journalistes ou médias grand public qui avaient déjà attiré l'attention du public sur les implications fondamentales pour nos nations des dispositions du pacte. Il n'est pas exagéré de dire que le pacte de Marrakech n'a pas fait la une des journaux européens jusqu'en décembre dernier. Comme si les promoteurs savaient qu'ils allaient accoucher d'un texte qui n'aurait jamais le soutien de nos peuples. Permettez-moi de vous donner l'exemple de la Belgique, où une discussion passionnée autour du pacte aboutit à l'éclatement du gouvernement. La presse belge a longtemps observé le même silence que la plupart des médias européens. Jusqu'en novembre dernier, rares étaient les Flamands et les Wallons qui avaient entendu parler du pacte. Le diplomate mandaté à l'ONU par le gouvernement belge, une alliance de la droitière NVA, la nouvelle alliance flamande, avec les partis démocrates chrétiens et libéraux, l'avait négocié en coulisses. A-t-elle au début mal compris les tenants et aboutissants de ce pacte? Il est difficile de le dire. Mais toujours est-il que la NVA, le premier parti du pays, avec plus de 30% des électeurs, a longtemps omis de critiquer le projet que les fonctionnaires de l'ONU étaient en train d'échafauder. Theo Franken, membre éminent de la NVA et secrétaire d'État à l'asile et l'immigration, a participé pendant de longs mois aux travaux préparatoires sans émettre lui non plus la moindre réserve. Ce n'est que tard, très tard, que la NVA a changé le fusil d'épaule. En quelques jours, en décembre 2018, le parti a évolué d'un soutien larvé et silencieux au pacte à une opposition frontale et farouche, arguant même d'un cas de conscience si le gouvernement dont il faisait partie devait le ratifier. Pourquoi?
Le contexte électoral n'est pas innocent ici. Et pour comprendre l'attitude de la NVA, un petit rappel historique s'impose. La NVA est née au début des années 2000 et a connu à partir de 2006 une ascension fulgurante aux dépens du Vlaams Belang, représentant, lui, d'un nationalisme intransigeant de droite qui, pendant 30 ans, avait réussi à se faire l'unique porte-parole du nationalisme flamand. Je n'entrerai pas dans les détails ici, mais en résumé, on peut dire que le Vlaams Belang, par des excès de langage, par des luttes internes et par l'usure politique de certains de ses dirigeants, a connu une descente aux enfers entre 2006 et 2014, avec une chute vertigineuse de son électorat, passant du score historique de 25% aux élections européennes de 2004 à 6% aux européennes de 2014. Et en se présentant comme une alternative de droite capable de libérer le nationalisme flamand du cordon sanitaire dans lequel celui-ci s'est trouvé enfermé, la NVA a réussi à phagocyter l'électorat du Vlaams Belang à tel point qu'on peut estimer que les deux partis, pour ce qui est de leur sociologie électorale, sont devenus à 80% des vases communicants. Or, justement, la participation de la NVA au gouvernement fédéral de 2014, sans avoir complètement renversé la tendance, a considérablement affaibli la NVA, puisque le parti présidé par Bart de Wever, le très populaire maire d'Anvers, a dû, pour pouvoir chasser les socialistes du pouvoir, mettre en sourdine sa doctrine nationaliste en se concentrant sur l'assainissement économique du pays. Et cette stratégie d'entrisme, opposée au maximalisme du Vlaams Belang, comportait des risques. Car les électeurs déçus par le Vlaams Belang, qui avaient mis leurs espoirs dans la jeune formation politique de Bart de Wever, risquaient naturellement, à chaque moment, de retourner au bercail si la NVA devait trop se compromettre dans le gouvernement. De là une stratégie de la tension qui a toujours caractérisé le discours de la NVA. Le soutien au gouvernement dont il était le pilier fut paradoxalement toujours un soutien critique pour ne pas s'aliéner ses plus récents électeurs qui sont aussi les plus à droite. Et ce soutien critique s'est cristallisé pendant 4 ans dans la politique très droitière menée par Theo Franken au secrétariat d'État à l'asile, une politique qui lui a permis de devenir l'homme le plus populaire du pays. Or, le positionnement critique de la NVA, être au gouvernement tout en manifestant des velléités d'opposition, c'est-à-dire vouloir le beurre et l'argent du beurre, a montré ses limites lors des dernières élections municipales. Même si personnellement Bart de Wever a réussi l'exploit de sauvegarder sa mairie d'Anvers, ville laboratoire de la politique en Flandre, sa victoire n'a pas réussi à empêcher un tassement électoral du parti, de son parti, au profit du Vlaams Belang. Le Vlaams Belang a repris du poil de la bête, il n'a pas progressé dans son bastion d'Anvers, contrairement aux attentes, mais dans d'autres villes moyennes de la Flandre, il a gagné énormément de voix, au détriment justement de la NVA. À 8 mois des élections européennes, fédérales et régionales, l'avertissement des urnes aux municipales fut donc de taille pour la NVA. Elle a réalisé que beaucoup de ses électeurs sont déçus par sa participation au gouvernement, et cela malgré l'attitude bravache de Theo Franken en tant que secrétaire d'État à l'immigration. Est-ce que les dirigeants de la NVA ont été pris de panique électorale? On ne le sait pas. Mais toujours est-il que sa décision de chercher une occasion pour quitter le gouvernement et redorer son blason auprès des électeurs a dû être prise dans les jours suivant sa défaite aux municipales. Ce qui nous ramène au pacte de Marrakech. Car la NVA a fait de son refus de cautionner ce pacte
le principal argument programmatique pour les élections du mois prochain. Arguant du fait que l'Autriche, pourtant à l'origine des négociations sur le traité, s'était retirée de la table et que deux continents, les États-Unis et l'Australie, ont refusé de signer aussi, l'ANV a déclaré que la donne avait changé et qu'elle ne pourrait plus participer à un gouvernement qui cautionnerait le texte. Ces ministres ont donc quitté leurs fonctions et le Premier ministre Charles Michel, à la tête désormais d'un gouvernement de transition, sans NVA, s'est rendu seul à Marrakech en décembre pour approuver, au nom de la Belgique, le pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, comme il est dit. Je n'ai pas de boule de cristal et j'ai donc un peu de mal à évaluer comment l'issue de cette crise gouvernementale se traduira dans les urnes le 26 mai prochain. Je finirai mon exposé par 2 points d'interrogation et une remarque. 1. La NVA réussira-t-elle à faire le même score aux dernières élections européennes en brandissant la menace de l'installation d'un gouvernement de gauche animé par l'esprit de Marrakech si elle ne devait plus être la première force politique du pays? Tout dépendra de la campagne électorale qu'elle va mener. Le Vlaams Belang cueillera-t-il, lui, les fruits de sa stratégie maximaliste avec une campagne où il tire à boulet rouge sur la NVA, qu'il accuse de trahison et de compromission? La NVA rétorquera sans doute que le Vlaams Belang, emprisonné dans le cordon sanitaire et devenu une formation politique stérile, fait précisément par cette critique-là le lit d'un prochain gouvernement de gauche pro-immigration. Révolution ou évolution, les électeurs en décideront dans quelques semaines. Une dernière remarque qui confirme que nos médias ont bien compris les consignes pour la presse qui sont contenues dans le pacte de Marrakech et que j'ai déjà évoqué. La crise gouvernementale risquait évidemment de faire de l'immigration le sujet principal des prochaines élections. Or, une divine surprise a fait que depuis 2 mois se trouvent sous les feux de la rampe quelques dizaines de milliers de jeunes écoliers qui, chaque jeudi, font l'école buissonnière dans leur lycée pour aller manifester et sauver le climat et la planète. La Belgique seule, sans effort ni de la Chine, ni de l'Inde, ni du Brésil, doit prendre, selon eux, des mesures draconiennes pour sauver le climat. Ils appellent, ces étudiants, et tous les médias amplifient leur voix, à voter pour les partis écolos, fervent soutien, entre guillemets, d'une immigration incontrôlée et illimitée. Comme ça, vous voyez, le paradigme électoral a changé en quelques semaines. Il ne faut pas sauver nos frontières, il faut sauver l'humanité et ouvrir nos frontières. Le pape vient de nous le rappeler. L'homme blanc et l'Occident, coupables, doivent accueillir, protéger et promouvoir. La messe est dite. Je continuerai pour ma part à refuser ces paroles d'évangile. Merci.